Audience au palais présidentiel, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a reçu hier le président directeur général du groupe CIMAF, Ciment de l'Afrique. Le groupe veut implanter une usine de ciment dans le pays. Le conseil d'administration de la RTI s'est réuni aujourd'hui. La radiodiffusion-télévision ivoirienne a un nouveau directeur général. Amadou Bakayoko succède à Kassaye Lazare. Brouaka Pascal, lui, reste à la tête du conseil d'administration. Autrefois moyen de télécommunication privilégié des Ivoiriens, la Poste de Côte d'Ivoire au fil des années a pris du plomb dans l'aile. Elle a aujourd'hui abandonné au profit de nouveaux outils comme le téléphone et Internet. Dans le dossier de ce jeudi, toutes les précisions. Et puis, à l'étranger, 2 attentats revendiqués par le Mujao ont visé un camp militaire à Agadez et un site d'Areva à Arlit, faisant une vingtaine de morts. Un terroriste est toujours retranché dans la base d'Agadez avec des otages. Voilà pour le sommaire. Il est bien 20 h dans la capitale économique ivoirienne et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a reçu ce mercredi le président directeur général du groupe CIMAF, Ciment de l'Afrique. M. Anas Sefrioui est allé rencontrer le président de la République dans le cadre de la réalisation d'une usine de ciment en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Une usine de ciment avec une capacité de production d'environ 1 million de tonnes pour démarrer. À cela s'ajoute le projet de sacherie pour le conditionnement du ciment. Un projet avec pour objectif de couvrir, outre la Côte d'Ivoire, tous les pays de la sous-région. Venu en informer le président de la République, Alassane Ouattara, qu'il a reçu ce mercredi 22 mai 2013 au palais présidentiel, le président directeur général de CIMAF, entendez Ciment de l'Afrique, a fait savoir que les travaux en vue de la réalisation de ce projet ne sauraient tarder. Nous venons pour annoncer que l'usine de ciment qui était prévue va démarrer dans quelques semaines et annoncer d'ores et déjà que la capacité de production va être doublée en 2014 pour arriver à 1 million de tonnes. Donc encore une fois, nous avons confirmé à son Excellence Monsieur le Président que la sacherie qui doit accompagner la cimenterie, qui est un investissement de 12 millions d'euros pour la livraison des sacs ciment local et pour fournir à l'exportation de tous les pays sur la région, et en cours de lancement. Aussi, le président directeur général de CIMAF, Anas Sefrioui, a-t-il indiqué vouloir s'investir dans les logements sociaux. Selon lui, un programme de construction d'environ 7500 logements sociaux sera bientôt sur les rails. Après la présidence, on se rend à la primature. Le chef du gouvernement ivoirien a accordé plus d'une audience dans la journée. Daniel Kablan-Duncan a échangé notamment avec le directeur départemental Afrique de l'Agence française de développement, le responsable marketing du groupe Total, le président de la compagnie fruitière et le président du groupe Adoha. En toile de fond, les investissements de ces entreprises qui accroissent leurs activités et contribuent au développement du pays. Alvarassa. Le groupe Adoha du Maroc poursuit ses activités en Côte d'Ivoire, a dit son président au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Sa spécialité, la production de ciment. En juillet, ses premières productions seront disponibles. Ce groupe, selon son président, Sefrioui Anas, va par ailleurs contribuer à la construction des logements sociaux. Il a promis au Premier ministre que les travaux de construction de 7000 logements sociaux débuteront les jours à venir. Robert Fabre, président de la compagnie fruitière, est venu informer le Premier ministre que sa compagnie va accroître ses productions de bananes et d'ananas. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ces produits seront exportés en Afrique et hors du continent. Thibaut Delanglais est le responsable marketing et services du groupe Total. Avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ils ont échangé sur la diversification des activités de ce groupe. Diversification rendue possible grâce à la stabilité de la Côte d'Ivoire, a soutenu Thibaut Delanglais. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a enfin invité Yves Boudot, directeur départemental Afrique de l'Agence française de développement, à accélérer le processus de décaissement des fonds qui vont contribuer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Cela dans les domaines de la justice, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, des infrastructures et du développement urbain. Réunis en séance plénière hier, les députés ont adopté 6 textes de loi. Les 2 premiers sont relatifs à la lutte contre la cybercriminalité et à la protection des données informatiques à caractère personnel. Les 4 autres projets de loi portent sur des accords internationaux. Le compte-rendu de Victorine Yaoyobwe.
C'est à l'unanimité que les 6 textes de loi ont été adoptés par les 194 députés présents à la séance plénière. 2 parmi ces textes ont suscité plusieurs interrogations chez les parlementaires. C'est le cas de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements des déchets dangereux et leur élimination que le président de la République est désormais autorisé à ratifier. Ce texte de loi a mis à jour l'affaire du Probo Kuala et plusieurs questions restées sans réponse, notamment la qualité de l'eau consommée dans le district d'Abidjan depuis le déversement des déchets toxiques, l'état de l'indemnisation des victimes et la dépollution des sites contaminés. Les députés ont le devoir de rassurer les populations sur toutes ces questions et recommandent donc au gouvernement la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates, l'indemnisation des victimes, les poursuites judiciaires contre les coupables, l'accord intervenu entre l'État de Côte d'Ivoire et le propriétaire du bateau. L'État étant une continuité, le gouvernement actuel est lié par cet accord. Néanmoins, d'autres solutions et moyens plus équitables peuvent être recherchés. Le deuxième texte de loi porte sur la protection des données informatiques à caractère personnel. Il est régional parce qu'il est commun à l'espace CEDEAO. Et cette loi stipule que les structures nationales chargées de la régulation de ces données, par exemple la RTCI en Côte d'Ivoire, peuvent contrôler ces données quand elles sortent de cet espace. Ce qui veut dire que des informations personnelles sur des citoyens ivoiriens peuvent être exploitées librement dans les pays de la sous-région. Quelles en seront les conséquences au moment où le ministère de la Poste et des TIC lui-même reconnaît que les statistiques sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ne reflètent pas l'ampleur du phénomène? Sur la question, les parlementaires attendent toujours des éclaircissements du gouvernement. Les 4 autres lois sur la lutte contre la cybercriminalité, le protocole de Nagoya, les statuts de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA et la Convention africaine sur la conservation des ressources naturelles ont été entièrement approuvés par les parlementaires. En bref, sachez qu'une réunion du bureau politique du PDCI-RDA s'est tenue ce jeudi de 16h à 19h30. Le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, a présidé cette rencontre qui a réuni les membres du bureau politique. Principale décision, le 12e congrès du PDCI-RDA se tiendra les 3, 4 et 5 octobre prochains à Yamoussoukro. Demain, le compte-rendu complet de Thérèse Tapé-Yoboué. Je vous le disais en titre, les membres du conseil d'administration de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI se sont réunis aujourd'hui dans la ligne de mire à l'installation officielle du nouveau conseil d'administration de la RTI. La rencontre a abouti à la reconduction de Brouaka Pascal dans ses fonctions de président du conseil d'administration. Un nouveau directeur général a aussi été nommé en la personne d'Amadou Bakayoko. L'éclairage de Patricia Omouetia. Conseil d'administration de la radiodiffusion télévision ivoirienne. À l'ordre du jour, la désignation du nouveau directeur général de la RTI et du président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a élu M. Pascal Akabrou en qualité de président du conseil d'administration de la RTI. M. Amadou Bakayoko est nommé en qualité de directeur général de la RTI. Pascal Akabrou, reconduit à la tête du conseil d'administration de la RTI, prend le pari de ce nouveau succès. Il y a un immense challenge, un vaste chantier devant nous et très rapidement, nous devons tous nous mettre au travail pour les affronter. Je voudrais, au nom du nouveau conseil d'administration, féliciter le directeur général sortant, M. Akasaye Lazare, qui en 21 mois a abattu un travail important en procédant à des réformes internes, des mesures de restructuration et d'assainissement. Le nouveau directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, remplace à ce poste Akasaye Lazare. Il mesure le poids de cette responsabilité. Nous avons vraiment un nombre important d'hommes et de femmes extrêmement compétents, passionnés par leur métier, qui ne ménagent pas leurs horaires, travaillent les week-ends et les soirs. Donc vous avez le matériau humain motivé. À partir de là, tout est possible. Le second, c'est de poursuivre la restructuration et le développement de l'entreprise. Pour pouvoir assainir sa situation financière en maîtrisant mieux nos coûts et en développant nos ventes.
Le représentant du ministre de la Communication a prodigué des conseils aux nouveaux dirigeants de la RTI. Madame le ministre de la Communication vous exhorte à faire en sorte que la RTI soit plus proche de nos populations. Pour ce faire, vous devez vous atteler à leur offrir des programmes plus attractifs afin qu'elles ne se détournent pas de leur télévision nationale. C'est sur une note conviviale qu'a pris fin la cérémonie d'installation officielle du nouveau conseil d'administration de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Il est donc le nouveau directeur général de la radio-diffusion-télévision ivoirienne. Amadou Bakayoko, ex-directeur général adjoint de la Société d'État, succède à Kassaye Lazare, fraîchement nommé président du conseil d'administration de l'AIGF. Qui est le nouveau patron de la RTI? Quel est son parcours? Des éléments de réponse dans ce récit de Patricia Omouetia. Amadou Bakayoko. Cet homme est le nouveau directeur général de la RTI. Il a intégré en 1995 l'École polytechnique de Paris et a fait une spécialisation à l'École nationale supérieure des télécommunications. En 2001, il travaille à San Francisco, en Californie, en tant qu'analyste financier. Il revient ensuite en France pour travailler dans le conseil en organisation au sein de Capgemini Consulting. Après une expérience entrepreneuriale, il rejoint en 2009 le groupe Canal+, au sein de la filiale Canal Oversize Africa, en qualité de directeur de développement. Depuis août 2012, il était jusque-là directeur général adjoint de la RTI, en charge du développement des chaînes, de la diversification et du développement des ressources. Amadou Bakayoko est marié et père d'un enfant. Bienvenue dans le dossier du jeudi, autrefois moyen de télécommunication privilégié des Ivoiriens. La Poste de Côte d'Ivoire, au fil des années, a pris du poids dans l'aile. Elle est aujourd'hui abandonnée au profit de nouveaux outils comme le téléphone et Internet. Depuis plus de 15 ans, l'entreprise connaît d'importants déficits jusqu'à se retrouver dans une situation de faillite. Les autorités ivoiriennes tentent aujourd'hui de lui donner un second souffle. Un plan de restructuration a été adopté dans ce sens. Sa mise en œuvre va durer 2 ans et suscite de l'espoir pour cette entreprise de service public. Toutes les précisions dans le dossier de ce jeudi, il est signé Lassina Ouattara. Madame Assamoah est cliente de la Poste de Côte d'Ivoire depuis près de 40 ans. Elle utilise encore ses services, mais cela se limite aujourd'hui à la seule réception de courrier de sa banque et quelques factures. Avec les alternatives qui s'offrent, elle est bien tentée de laisser tomber la Poste. Surtout que j'ai déjà un portable, le portable à 2 puces, j'ai tous mes contacts, ben je peux arrêter avec la Poste. Comme elle, nombre d'Ivoiriens n'ont plus grand contact avec le boîte postale ou se plaignent de la qualité des services. L'aide là, vraiment, ce n'est plus valable. La lettre, c'est ça. Quand tu viens aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. On te fait attendre pour les timbres. Il n'y a pas de personnes pour s'occuper véritablement des clients. S'il faut encore expédier un courrier, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines. On sait que de la manière par mail ou autre, un message à peine rédigé peut parvenir. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui à la Poste, c'est d'accélérer son service. Les nouvelles technologies de télécommunication, sans oublier les entreprises privées, ont porté un coup aux activités de la Poste de Côte d'Ivoire. Résultat, plusieurs années de déficit avec un personnel vieillissant, pléthorique et des infrastructures inadaptées. Que la Poste de Côte d'Ivoire traîne depuis des années une situation financière assez difficile. Un plan de restructuration de près de 30 milliards de francs CFA a été adopté par le gouvernement ivoirien. Objectif, donner une deuxième vie à l'entreprise. Pour l'année écoulée, plusieurs acquis selon la direction générale. Tous les comptes sont certifiés, ce qui nous inscrit parmi les entreprises crédibles du pays. Ensuite, nous avons rétabli tous les arriérés des salaires, ce qui n'est pas négligeable, parce que c'était la cause de toutes les tensions qui existaient. Et au niveau également social, le dossier des retraités a été pris en compte suite à un accord que nous avons signé avec la SEGRAE. Un nouveau cadre réglementaire est envisagé, sans oublier une gestion rationnelle des ressources humaines. Pour la dynamique qui va être lancée d'avoir des effectifs, on va dire, rajeunis. Donc si ces effectifs doivent être rajeunis, à l'intérieur du plan, vous avez donc un plan social qui prévoit donc une offre d'encouragement au personnel à partir
en départ volontaire. La masse salariale devrait donc passer de 5 milliards 336 millions de francs CFA en 2010 à 2 milliards 855 millions de francs CFA dès la fin de l'année 2013, selon un document que nous avons pu nous procurer. Au plan commercial et marketing, le plan veut inscrire l'entreprise dans une nouvelle vision avec de nouveaux produits. Elle a d'ailleurs lancé une plateforme de commerce électronique en décembre dernier. Le monde a évolué, il faut qu'on utilise les technologies de l'information et de la communication pour générer des nouvelles richesses. Et en Côte d'Ivoire, vous pouvez compter des milliers de sites web qui présentent des produits, mais qui sont incomplets en termes d'activité. Déjà, petit couac au niveau des clients avec ce plan. Le prix de la boîte postale est passé du simple au double en décembre dernier. Aujourd'hui, j'ai augmenté le coût de la boîte postale qui, moi particulièrement, ne me plaît pas. De 32 000, je passe à 50 000. Et là, vraiment, je ne suis pas du tout contente. Mais la direction de la Poste explique les raisons de cette augmentation des tarifs de la boîte postale. C'est une mesure d'accroissement des ressources parce que depuis plus de 15 ans, l'institution n'a pas regardé ses tarifs. Malgré cette volonté, la Poste pourra-t-elle renouer avec la croissance? En tout cas, elle a 2 ans pour innover et sortir de la zone rouge pour s'afficher résolument comme une entreprise rentable. Après le dossier du jeudi, on s'intéresse à l'économie. On parle de ces banquiers et financiers venus de 24 pays d'Afrique qui participent ici à Abidjan au 5e Forum des banquiers 2013. 48 heures durant, ces experts vont échanger sur les systèmes d'information bancaire pour une meilleure accessibilité des populations aux produits bancaires. Noël Niagno. Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, capitale financière de l'Afrique pour 48 heures. 180 financiers et banquiers issus de 24 pays réfléchissent, échangent sur le développement des systèmes d'information bancaire au regard de leur place dans la performance des activités bancaires. Le directeur des systèmes d'information aujourd'hui est rattaché à la direction générale de la banque. Auparavant, il y a 10 ans, le DSI était un poste technique au sein de la banque. Aujourd'hui, il est devenu un poste stratégique puisque c'est le choix des solutions qui va permettre à la banque de mieux gérer le risque, de mieux fédérer ses clients et d'investir moins pour collecter plus de dépôts et d'épargne. 4 panels animés par 22 intervenants vont meubler ces échanges, avec une préoccupation majeure, l'accessibilité des produits bancaires au plus grand nombre, dans des économies africaines où le secteur informel est dominant. Il faut qu'ensemble nous réfléchissions à des moyens innovants d'atteindre cette population qui est loin des banques. Et c'est le cas de la microfinance, c'est le cas de mobile banking. Nous allons assister à une nouvelle vocation du métier de la banque qui pourrait s'énoncer sous le vocable d'inclusion financière et qui ne laisserait personne en rade. Et nous devons saisir ces opportunités des évolutions technologiques, des systèmes d'information performants pour quand même renforcer la bancarisation, démocratiser l'accès aux services financiers. African Forum Banking est à sa 5e édition. Et pour la présente édition, outre les banquiers, les concepteurs de logiciels sont présents à Abidjan. Après 72 heures de travaux, la 38e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement BID vient de fermer ses portes à Dushanbe, dans la capitale politique du Tadjikistan. Les explications de notre envoyé spécial Armand Niamien dans un commentaire de Francis Boifo. Augmentation du capital de la banque autorisée de 45 à 150 milliards de dollars. Approbation pour la contribution de la Banque islamique de développement BID pour des projets de développement dans les États membres et d'autres communautés musulmanes des États non membres pour un montant total de 461,7 millions de dollars, mise en place d'un fonds de solidarité islamique pour le développement. Voici les grandes décisions adoptées par le Conseil des gouverneurs à l'issue de la 38e assemblée annuelle du groupe de la Banque islamique de développement tenue à Dushanbe dans la capitale du Tadjikistan. Ces décisions vont permettre à la banque de jouer pleinement le rôle de structure de développement qui lui est assigné et de répondre aux besoins croissants de développement des États membres. Le président du groupe de la BID a déclaré que les opérations annuelles de la banque ont atteint 10 milliards de dollars. 56 États membres et plus de 70 communautés musulmanes en sont bénéficiaires. La Côte d'Ivoire participait à ces assises. Nous avons en vue quelque chose d'essentiel
C'est donc au mois de septembre prochain l'examen par le conseil d'administration du projet de microfinance au niveau de la Côte d'Ivoire. Un projet qui pourra certainement soutenir l'initiative de la Première Dame, mais aussi permettre aux jeunes et à toutes les personnes qui ont été rendues vulnérables de bénéficier donc d'appui. Outre le soutien au développement des secteurs économiques et sociaux, la Banque islamique de développement s'intéresse à la promotion du commerce entre les États membres. L'Union africaine, institution panafricaine, fête le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, scellée le 25 mai 1963 à Addis Abeba. Toute l'Afrique se retrouve cette fin de semaine dans la capitale éthiopienne pour l'occasion, outre le président Ouattara qui doit quitter Abidjan ce soir même. Plusieurs personnalités extérieures au continent, comme le président français François Hollande, sont attendues. Les enjeux de ce sommet avec Viviane Aïbel. De la simple bâtisse qui lui tenait lieu de siège depuis sa création en 1963 jusqu'à son installation en 2011 dans ces gigantesques locaux ultramodernes, l'OUA, devenue en 2002 l'Union africaine, a résisté à l'usure du temps, aux rivalités, aux tensions et conflits entre États. L'organisation, au fil des années, s'est agrandie. Si à sa création, le 25 mai 1963, elle comptait 32 États, l'Union africaine compte aujourd'hui 54 pays membres. En 50 ans, un seul pays africain s'est retiré de l'organisation. Il s'agit du Maroc qui a claqué la porte en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui. Au cours de son demi-siècle d'existence, l'Organisation de l'Unité africaine a acquis une plus large crédibilité au plan international. Désormais, l'Union africaine est devenue la personnalité de premier plan en Afrique. Ses avis et recommandations sont écoutés et pris en compte au niveau du monde. On peut cependant reprocher à l'organisation africaine de n'avoir pas encore réussi en 50 ans à sortir du rôle d'arbre à palabre dans lequel les gouvernants africains l'ont confiné depuis sa création. Les sommets de chefs d'État sont encore trop souvent dominés par les règlements de différends et de conflits. Les nouvelles missions qui ont été confiées à l'OUA quand elle est devenue en 2002 l'Union africaine et qui sont de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et le développement en Afrique sont encore noyées dans les nombreux règlements de conflits. Les grands projets de développement dans le cadre de l'intégration économique de l'Afrique, comme la construction d'infrastructures routières et ferroviaires, ou encore ce projet cher à l'Union africaine de création d'une banque centrale de développement pour l'Afrique, n'ont pas encore vu un début d'exécution. Mais l'espoir est permis. En effet, grâce au jeu naturel des forces, l'Afrique du Sud, pays émergent et pays le plus avancé économiquement en Afrique, pèse aujourd'hui de tout son poids au sein de l'Union africaine. Mais d'autres pays se préparent pour apporter également leur contribution à l'Union. Il y a la Côte d'Ivoire qui, sous la conduite du président Alassane Ouattara, se prépare à devenir à son tour pays émergent à l'horizon 2020. Il y a aussi le Nigeria, ainsi que d'autres. L'espoir est donc permis. C'est pourquoi 50 ans de vie pour l'Organisation de l'Unité africaine, ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour l'Union africaine. Demain, Yamoussoukro, capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire, accueille les ministres en charge de l'énergie des États membres de la CEDEAO. Ils y prendront part à une réunion dans le cadre de la politique adoptée par l'organisation sous-régionale en vue d'accroître l'autonomie énergétique dans la sous-région. En prélude à cette rencontre, les experts du domaine énergétique réfléchissent depuis hier sur les meilleurs moyens à mettre en œuvre pour l'assainissement de ce secteur. C'est ce que nous dit Charles Tatou. Les questions du marché de l'électricité, des règles et projets de règlement, puis celles des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest ont été au centre des travaux des experts en énergie. Ce dont on a peur, c'est par exemple arriver à ce qu'il y ait des émeutes sur l'électricité, des émeutes de l'électricité. Et je pense qu'il faut que la région, de façon globale, trouve une solution. Et une des solutions, j'allais dire dans l'immédiat, c'est d'essayer de
d'apporter une solidarité. D'abord, d'apporter notre solidarité aux pays qui sont dans cette situation-là. Par exemple, pour la Guinée-Bissau, on avait mis en place un programme d'approvisionnement en électricité d'urgence pour la Guinée-Bissau. Le Mali a connu une situation de guerre qui a fait qu'aujourd'hui, son tissu économique s'est complètement effondré. Notre communauté régionale serait quand même un apport très important. Les ressources financières sont toujours disponibles. Il s'agit maintenant de remplir les conditions pour accéder à ces ressources financières. Puisque l'argent existe, mais les gens ne mettent pas leur argent n'importe où. Les résolutions de ces réflexions vont être entérinées vendredi par la rencontre des ministres pour booster le développement du secteur de l'électricité des États membres de la CEDEAO. L'Autorité nationale de l'aviation civile de Côte d'Ivoire, ANAC, renforce les moyens de sécurité de la police et de la gendarmerie en service à l'aéroport. Cette institution a remis hier 2 véhicules à ces 2 corps de sécurité de l'aéroport. La remise a été faite par le directeur général de l'ANAC, Sinali Silue, en présence des autres responsables de cette institution. Les chefs de brigade de la gendarmerie et du poste de police de l'aéroport ont salué le geste de l'ANAC et promis d'en faire bon usage. Autre sujet, ce jeudi 23 mai est célébrée dans le monde entier la Journée internationale des musées. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Cette commémoration donne l'occasion aux professionnels des musées de montrer l'importance de ces creusets de l'histoire et des civilisations. Ici, la journée est placée sous le signe de la cohésion sociale. Le point avec Honorine Anigoré. Musée, témoin de la créativité et creuset de la réconciliation nationale est le thème de la commémoration de la journée nationale en Côte d'Ivoire. Il s'agit à travers cette journée pour les professionnels des musées de faire la promotion des valeurs culturelles et de sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les musées. La célébration de la journée internationale des musées est appréciée par les populations parce que source de richesse culturelle. C'est l'occasion de sensibiliser la population afin de pouvoir savoir ce qui a été donc les cultures, les civilisations, non seulement du peuple ivoirien mais également aussi des autres peuples. Le musée, ça sert à connaître les origines du passé, les outils passés. Le musée représente pour moi ce que nous avons de plus cher, la civilisation, voilà, et aussi pour les jeunes générations, afin de pouvoir, n'est-ce pas, connaître, n'est-ce pas, nos traditions. À la faveur de cette journée, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a promis la construction d'un musée moderne, mais en attendant, il invite les élus locaux à se mobiliser pour la création des musées dans leur localité. À l'étranger, au Niger, 2 attentats revendiqués par le MUJAO ont visé un camp militaire à Agadez et un site d'Avera à Arlit, faisant une vingtaine de morts. Un terroriste est toujours retranché dans la base d'Agadez avec des otages. Reportage. Le groupe djihadiste MUJAO revendique les 2 attentats suicides commis ce jeudi dans le nord du Niger. L'attentat contre une caserne à Agadez a fait 19 morts, dont plusieurs soldats nigériens. Tandis que l'attaque contre le site d'Areva à Arlit a fait 1 mort et 14 blessés, tous des employés du groupe nucléaire français. Dans un communiqué, Areva juge odieux cet acte terroriste. Un acte condamné aussi par la France qui annonce qu'elle appuiera tous les efforts du Niger pour faire libérer les élèves officiers nigériens retenus en otage par un kamikaze à Agadez. En bref, la patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, était entendue ce jeudi à Paris par la justice française sur son rôle en 2007, alors qu'elle était ministre dans un arbitrage litigieux. Et puis ce télégramme officiel de la présidence de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara a adressé un télégramme à son Excellence M. Barack Obama, président des États-Unis d'Amérique. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle du passage le lundi 20 mai 2013 dans l'Oklahoma d'une tornade qui a causé d'énormes dégâts matériels et fait de nombreuses victimes. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour exprimer à votre Excellence et au peuple américain notre profonde compassion et vous prie de bien vouloir transmettre aux familles endeuillées nos condoléances les plus attristées ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le deuxième est adressé à son Excellence, à M. Paul Biya, président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom personnel mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous réitérer
Ma détermination à œuvrer de contact avec vous au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples. Les deux télégrammes sont signés à Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Goué-Damobio. Moi, je vous retrouve lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.